Alors, on va accueillir Marianne Kioch de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Oui, bonjour à tous, rebonjour à tous. Merci déjà à tous d'être là, c'est super qu'on ait pu rassembler plus d'une soixantaine de personnes, donc c'est top. Donc Marianne Kioch, je suis arrivée à l'ANRU il y a presque 3 ans sur les questions d'insertion d'emploi et plus largement de développement économique au sein de la direction de la stratégie, donc en lien avec vos représentants locaux qui restent et resteront toujours les DDT et les DDTM pour toutes les questions d'insertion et d'emploi et au sens très large. Donc aujourd'hui, l'idée de cette petite intervention, c'était de replacer un peu les attentes de l'ANRU dans le cadre du deuxième programme de renouvellement urbain qui est le NPNRU. Et éventuellement, on a une séquence de questions qui sont prévues par la suite, de répondre aux questions, si c'est possible de répondre à tout, et s'il n'y a pas trop de questions aujourd'hui, et sinon vous aurez au moins un visage et un contact à saisir en lien avec les DDT dès que vous en avez besoin. Romane, je vous propose qu'on commence. Voilà, super. Donc, que serait une présentation de l'ANRU sans un petit bilan du premier programme de l'ANRU 1? Ce serait beaucoup plus fade. Donc, pour vous rappeler juste l'importance qu'ont les programmes nationaux de renouvellement urbain dans le cadre des objectifs d'insertion qui sont dans le cadre des projets urbains une petite brique compte tenu de l'ampleur des sujets qu'on draine dans ces projets de renouvellement urbain, le logement, l'aménagement, etc. Enfin, je ne fais pas la liste, mais qui sont dans le cadre de la clause sociale un gros pavé et qui, dans les années 2000 a été un des plus gros pavés et 2010 de la clause sociale en France. Donc on a à l'heure actuelle, les derniers chiffres datent de 2016, plus de 63 000 bénéficiaires sur tous les projets français. Donc, on est sur la France métropolitaine et outre-mer, et plus de 25 millions d'heures d'insertion qui ont été réalisées. Ce sont des estimations, puisqu'on n'a pas encore les chiffres définitifs. On est en période de clôture du premier programme, donc on espère avoir des chiffres définitifs d'ici la fin de l'année. Mais ça vous montre aussi l'ampleur des objectifs d'insertion qui sont réalisés dans le cadre du premier programme. Le premier programme a entraîné à peu près 45 milliards d'investissements dans du dur, on va dire, sur toute la France. Le deuxième programme, on attend plus de 50 milliards. D'autant plus avec le rajout de 2 milliards d'euros qui a été rajouté au NPNRU en début d'année. Donc l'ampleur du levier est énorme et ça, c'est sans compter toutes les heures et tous les objectifs qui peuvent être mis sur les questions de gestion urbaine de proximité, puisque dans les 50 milliards, on ne compte que les investissements dans les opérations de renouvellement urbain, dans du dur, entre guillemets. Voilà, quelques limites, mais que vous connaissez, je pense, pour la plupart tous, parce qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé. C'est la limite des bénéficiaires qui sont quasiment exclusivement masculins, mais qui est aussi beaucoup dû au fait que les objectifs ont été mis sur sur des opérations de bâtiments et travaux publics. Donc intrinsèquement, c'est beaucoup plus accessible à des publics masculins, mais ce n'est pas exclusivement accessible à des publics masculins. En tout cas, dans le premier programme, on a 95% des bénéficiaires qui sont des hommes. Très peu de visibilité sur les parcours et sur les formations qui ont pu être mises en œuvre dans le cadre des parcours. Pourquoi? Parce que moi, je pense aussi qu'on ne voit les objectifs d'insertion que par le prisme de l'ANRU, mais qu'on n'a pas forcément de visibilité, nous, l'ANRU, au niveau national de surcroît, sur qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après un passage par un chantier NPNRU. Or, un bénéficiaire peut avoir une vie et a une vie clairement avant et après, y compris dans son parcours d'insertion et dans ses formations. Donc ça, c'est aussi un de nos enjeux pour le deuxième programme, c'est arriver à avoir une meilleure visibilité sur tout ça. Et ensuite, peu de résultats sur l'embauche dans le cadre des actions de gestion urbaine de proximité. Pourquoi? Parce que dans le cadre du premier programme, on était sur des embauches, et nous le verrons juste après, dans le cadre du deuxième, nous sommes sur des objectifs en heures, un petit peu comme sur les investissements, ce qui fait que sur ces sujets-là, on n'a pas forcément de visibilité, ce qui ne veut pas dire peu de résultats certes, mais aussi pas beaucoup de visibilité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé du tout, puisque les bailleurs sociaux notamment ont beaucoup d'actions et ont beaucoup embauché dans le cadre de ces actions de gestion des personnes en insertion. Mais on a quand même plein de points positifs. La montée, donc Jérôme en a beaucoup parlé tout à l'heure, la montée en puissance du dispositif. Au début des années 2000, quand l'ANRU a commencé à dire que systématiquement il y allait avoir des objectifs d'insertion, il y a eu un grand scepticisme. Aujourd'hui, il y a clairement une large appropriation du dispositif par de nombreux territoires, y compris en dehors du NPNRU, avec une pérennisation des postes de facilitateurs qui ont été créés lors du premier programme pour beaucoup d'entre eux. Des objectifs qui finalement ont été très largement dépassés. Là, une fois de plus, je salue les bailleurs qui sont des maîtres d'ouvrage qui, pour certains, ont pu être sceptiques au départ et qui, en fait, ont parfois explosé les objectifs de manière assez impressionnante au niveau national. Et on a très, très peu de territoires où les objectifs n'ont pas été soit dépassés, soit atteints, mais il n'y en a même quasiment aucun.
Et enfin, un effet de généralisation. L'ANRU a été un des premiers grands programmes à mettre des objectifs d'insertion systématique sur ces opérations. Or, aujourd'hui, les JO, la SGP, le Canacel Nord-Europe et plein d'autres grands programmes, je vais dire ont copié, mais en tout cas, mettent en œuvre des objectifs eux aussi, ce qui montre quand même qu'il y a vraiment un effet de généralisation. Aujourd'hui, c'est l'État, au sens large, qui s'approprie aussi cette idée de mettre des clauses d'insertion dans les achats de l'État, ce qui est quand même vraiment un énorme défi et quelque chose de vraiment très gros. Romane, merci beaucoup. Alors, venons-en à ce qui nous intéresse le plus. Dans le cadre du NPNRU. Alors, dans le cadre du NPNRU, j'espère que tout le monde est au courant qu'il y a une nouvelle charte d'insertion qui a été adoptée en 2014. Alors oui, ça date un petit peu, ça fait déjà 7 ans, mais en fait, elle a été concomitante à la mise en place du NPNRU qui a démarré en 2014. Elle est assez similaire à la première charte nationale d'insertion. On n'a pas réinventé la pluie, mais par contre, il y a quand même des petites nuances que je vais essayer de vous exposer aujourd'hui. Ce qui est important de rappeler, c'est que cette nouvelle charte, elle doit être respectée par l'ensemble des donneurs d'ordre bénéficiaires de cofinancement du NPNRU. Ce n'est pas moi qui vous le dis aujourd'hui comme ça, c'est marqué dans le règlement général administratif de l'ANRU, qui est un peu la Bible dans le cadre des projets NPNRU. Elle s'impose à tous et tous les maîtres d'ouvrage doivent participer à sa mise en œuvre. Tous, y compris la NCT, la NCT quand elle intervient sur les centres commerciaux, y compris les branches d'action logement qui sont concernées, tout le monde. Dès qu'on reçoit un cofinancement de l'ANRU, il y a des objectifs et un respect de la charte nationale qui est obligatoire. L'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui plus d'être sur la construction de réels parcours vers l'emploi. On peut beaucoup mettre sur le fait que dans les années 2000, c'était le début, que la clause sociale n'était pas très appropriée. Aujourd'hui, on vient de le voir, elle est quand même bien appropriée par les acteurs. D'ailleurs, les territoires comme les vôtres mettent en œuvre de la clause sociale quasiment plus en dehors du NPNRU que pendant le NPNRU, qui vient juste rajouter des objectifs, entre guillemets, en plus, parce qu'il y a un gros programme de renouvellement urbain, mais en fait, dans le droit commun, ou en tout cas dans les achats courants des collectivités et des bailleurs, il y a de plus en plus d'objectifs qui sont mis en temps normal, disons hors NPNRU. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de s'inscrire dans cette dynamique-là et d'être vraiment sur la création de réels parcours pour les habitants, principalement des QPV, puisqu'on le rappellera, mais ce sont prioritairement les habitants des QPV qui sont ciblés par les objectifs d'insertion NPNRU. Tout ça, ça passe par un travail beaucoup plus fin de repérage et d'orientation des publics, donc en lien avec un maximum d'acteurs de l'accompagnement, de l'insertion, de l'emploi, une diversification des bénéficiaires, mais donc aussi des marchés support des clauses. On va essayer dans ce deuxième programme de beaucoup plus pousser et accompagner les porteurs de projets et leurs partenaires sur les territoires à diversifier les segments d'achat sur lesquels on met de l'insertion, parce que si on diversifie les segments d'achat, on peut derrière avoir une diversification des publics bénéficiaires. L'idée, c'est de travailler aussi en amont et dans la durée avec les entreprises. Et ça, pour le coup, je sais que notamment dans la région Hauts-de-France, ça se fait déjà beaucoup, que les liens avec les entreprises sont assez forts, ce qui n'est pas le cas partout. Et aussi, l'idée, c'est d'arriver à, dans ce deuxième programme, c'est un des grands enjeux, à vraiment intégrer les questions de formation professionnelle dans les parcours, en lien avec les métiers du bâtiment, mais pas seulement, mais aussi en lien avec les nouveaux métiers du bâtiment, puisque dans le cadre du NPNRU, il y a énormément de techniques un peu innovantes de construction et de réhabilitation qui sont testées. Or, ça nécessite des employés et des travailleurs formés, et donc c'est l'idée de faire le lien entre les deux. 3 grands principes pour la Charte nationale d'insertion, qui sont les mêmes que pour la première. Une obligation de résultat, comme je vous le disais, tout le monde y est soumis, et l'obligation de respecter les objectifs d'insertion de la Charte nationale. Une souplesse. Pourquoi la souplesse? Parce que l'ANRU ne vient pas, contrairement au premier programme, imposer un cadre très rigide, dirons-nous, sur les projets, mais s'adapte à la situation locale. Pourquoi? Parce que, comme on se l'est déjà dit, beaucoup de territoires se sont appropriés les questions de clauses d'insertion et d'objectifs entre le premier et le deuxième programme. Du coup, aujourd'hui, l'idée, ce n'était pas de revenir créer un autre cadre dans le cadre qui est déjà mis en place sur le territoire, mais bien de venir insérer ces objectifs d'insertion de l'ANRU dans le cadre déjà existant pour ne pas recréer une spécificité, hormis sur la question des publics qui resteront de toute manière prioritairement ceux des QPV. Et enfin, une question de transparence. La transparence vis-à-vis des services des préfectures qui suivent les projets de renouvellement urbain au quotidien, d'avoir vraiment une information claire sur les publics vis-à-vis d'eux et pour eux, et sur le suivi des moyens qui sont mis en œuvre pour mettre en œuvre les objectifs d'insertion. Voilà. Comment ça se passe concrètement? Il y a une déclinaison locale de la charte nationale à l'échelle intercommunale, à l'échelle du projet NPNRU. Si on est sur des territoires, je pense à la MEL par exemple, où il va y avoir une convention cadre et plusieurs conventions par projet, normalement, la question de l'insertion se traite au niveau de la convention cadre. Il peut y avoir des spécificités par projet. J'essaye de prendre un peu l'exemple de la MEL, mais je ne connais pas non plus très bien, donc j'espère pas dire de bêtises. Mais si par exemple, il y a une particularité dans le suivi de la clause sur Roubaix, il n'y a pas de problème, il faut juste que ce soit transparent dans le cadre de la convention cadre et qu'on sache à peu près comment le territoire s'organise pour suivre ses objectifs d'insertion en lien avec une échelle intercommunale.
La contractualisation se fait dans le cadre de l'article 8.2 de la Convention NPNRU. Ça, c'est partout pareil. Toutes les conventions NPNRU de France ont un article 8.2. C'est bloqué entre la gestion urbaine de proximité et la mémoire des quartiers, je peux vous le dire. Et il n'y a plus, contrairement au premier programme, une déclinaison obligatoire de la charte nationale. Dans le premier programme, il y avait obligatoirement le PLACI, le plan local d'application de la charte nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. L'article 8.2 suffit, mais il doit être détaillé. Par contre, on conseille à des territoires sur lesquels il y aurait une volonté partenariale de mieux s'organiser autour des objectifs d'insertion NPNRU ou une volonté de se structurer tout simplement pour la première fois ou d'avoir un nouveau degré de structuration, il est complètement possible de décliner la charte nationale en charte locale. Il n'y a pas de problème, c'est juste plus obligatoire. Il faut bien évidemment, petit changement par rapport au premier programme, avoir un appui sur le pilier emploi et d'AVECO du contrat de ville, du ou des contrats de ville, parce que sur certains territoires, il y en a plusieurs. Et l'instance qui compte pour la question de l'insertion, c'est soit une instance de pilotage comme un copil insertion, qui peut être soit un copil dédié au NPNRU, soit un moment NPNRU dans un copil local préexistant. Ça, c'est pareil, c'est à définir de manière transparente dans la convention NPNRU, soit au moment de la revue de projet. Dans tous les cas, il y aura au moment de la revue de projet un petit passage sur les objectifs d'insertion, sachant que la revue de projet, c'est vraiment le moment où il est possible d'alerter aussi les copilotes, c'est-à-dire les porteurs de projet et la préfecture sur les difficultés qui sont rencontrées vis-à-vis de la mise en œuvre des objectifs d'insertion. Voilà. Donc l'appui sur la gouvernance partenariale, j'en ai déjà un petit peu parlé. Le copilotage du dispositif, c'est ce qui est expliqué dans la charte nationale, c'est un copilotage sous l'égide du porteur de projet et du délégué territorial de l'ANRU, donc du préfet. Ça peut être le préfet sous toutes ses forme, entre guillemets, la DDT bien entendu, mais aussi un appui sur l'adresse, mais aussi un appui sur les délégués du préfet par exemple. L'idée c'est que ce soit un copilotage qui ait du sens, et ça je n'ai pas la réponse puisque ça dépend aussi de comment s'organisent localement les services de l'État, mais aussi en face, côté porteur de projet, c'est pas forcément le chef de projet NPNRU qui est en charge, ça peut aussi être un service qui l'appuie là-dessus, puisque tout le monde n'a pas forcément la compétence. Voilà, ça peut être de la co-animation, mais en tout cas, le porteur de projet et le DTA sont les copilotes du dispositif en lien avec les maîtres d'ouvrage et les différents partenaires du projet. Le pilotage, donc si possible, on l'a dit, en lien avec le pilier du contrat de ville, et surtout ce qui est très important, et je l'ai aussi dit un peu en filigrane, la désignation d'une structure opérationnelle unique en charge de mettre en œuvre le suivi de ces clauses. Alors on parle parfois de facilitateur, mais nous on parlera même de la structure en elle-même, ça peut être une maison de l'emploi, un pli, un service du porteur de projet de l'agglomération par exemple, qui est dédié à cela. En tout cas, l'important c'est que sur chaque projet NPNRU, il y a bien une seule et unique structure qui est désignée pour l'ensemble des partenaires et qui sera en charge de la mise en œuvre et qui sera en charge du suivi des clauses pour tous les maîtres d'ouvrage, pour l'appui au conseil, pour le lien avec les SIAE, pour l'anticipation, enfin bref, pour toutes les missions relatives à la mise en œuvre des clauses. Et ensuite, deux enjeux sur ce deuxième programme, mais qui sont aussi liés à ces questions de déclinaison locale. C'est le renforcement du partenariat avec les entreprises et les fédérations d'entreprises, mais aussi avec les structures de l'insertion par activité économique et les structures des secteurs adaptés et protégés, parce qu'il va y avoir quand même un objectif de favoriser le recours au marché réservé, notamment dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, et aussi l'idée de construire une vraie politique de gestion territoriale et prévisionnelle des emplois et compétences pour anticiper les questions de formation, comme on en a parlé précédemment. Romane, je vous laisse. Merci. Donc, un petit rappel très rapide, je ne vais pas tout lire. Vous aurez bien évidemment le support. Sur les objectifs d'insertion, donc il y a 4 types d'objectifs d'insertion. Ceux que vous connaissez tous, j'en suis certain, c'est les 5% d'heures travaillées dans le cadre des investissements, y compris, ça c'est une petite nouveauté du NPNRU, sur la partie ingénierie. Donc c'est un minimum. Il y a des territoires, notamment en région parisienne, qui ont aligné ça sur d'autres grands programmes et qui sont montés jusqu'à 10. Je crois qu'on a même 12% sur certains territoires. Donc c'est un minimum. Nous, dans le cadre de la Charte nationale, on demande 5%. Par contre, si l'objectif contractualisé dépasse les 5% au niveau local, c'est bien l'objectif local qui compte puisque c'est celui qui est contractualisé. Voilà. Donc ces objectifs prévisionnels, ils sont sur cette partie-là, sur les investissements, ils peuvent être déterminés au moment de la contractualisation en s'appuyant sur la maquette NPNRU, mais ils devront être ajustés au fur et à mesure du lancement des opérations en fonction du coût réel de celle-ci, en lien bien évidemment avec la structure opérationnelle pilote, donc avec le facilitateur.
Deuxième type d'objectif, j'en ai déjà parlé, un de nos gros enjeux du deuxième programme, ce sont ces fameux 10% au minimum toujours d'heures travaillées sur les marchés de gestion urbaine. Là, on sait que c'est très compliqué de les identifier en début de convention, c'est même impossible. Donc du coup, l'idée, c'est d'arriver à minima, commencer à travailler sur une méthodologie pour identifier ces marchés en lien avec les maîtres d'ouvrage qui seront concernés, et ensuite mettre en œuvre petit à petit des actions d'insertion sur ces marchés-là. Une fois de plus, on ne peut pas demander au jour 1 de la convention d'avoir déjà tout parfait avec 10% d'insertion sur la GUP, etc. Mais l'idée, c'est au moins de se mettre dans une démarche de commencer et de mettre en œuvre des objectifs dans le cadre de ces actions de gestion urbaine de proximité. Ce sera un des points qui sera interrogé chaque année en revue de projet, au même titre que les heures d'insertion sur les investissements. Deux types d'objectifs qui sont un peu moins connus et très nouveaux, c'est les embauches directes liées au projet, liées à l'ingénierie, au fonctionnement et à l'accompagnement des projets de renouvellement urbain. Ça, l'idée de ces objectifs-là qui ne sont pas chiffrés, ou en tout cas pas au niveau national, mais qui peuvent être au niveau local, c'est de se poser la question à chaque fois qu'il y a un nouveau poste qui est créé ou qui doit être remplacé. Par exemple, alors j'ai mis quelques exemples comme ça, mais il y en a certainement des milliards d'autres. Par exemple, un poste de chef de projet NPNRU ouvre au sein d'une mairie parce que la mairie a besoin d'avoir quelqu'un qui suit. Pourquoi pas se poser la question d'un jeune diplômé qui serait issu du quartier, par exemple, ou d'une personne en difficulté d'emploi qui en aurait les compétences. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas fermer et même plutôt au contraire d'ouvrir en premier lieu les recrutements locaux sur le quartier de publics qui seraient jeunes diplômés ou moins jeunes diplômés en difficulté d'emploi pour ce type de métier. Ça peut aussi être des métiers type médiateur, type responsable de site chez les bailleurs, type gardien. En tout cas, tous les renforts et tous les remplacements, toutes les embauches qui sont liées à tous ces sujets autour du PRU doivent faire l'objet d'offres qui sont destinées aussi dans les candidatures à des personnes issues de QPV. Et enfin, les objectifs qualitatifs qui sont transverses finalement à tous les autres objectifs sont fixés localement. Donc c'est localement où vous choisissez de cibler ou de cibler ou de prioriser plutôt certains publics. Donc beaucoup de territoires aujourd'hui avec les conventions qu'on a déjà en retour ont ciblé notamment les publics jeunes, les publics aussi seniors sur certains, les publics migrants sur d'autres. Mais après ça c'est vraiment chaque territoire se donne des objectifs sur la durée on aimerait par exemple atteindre, je sais pas, 25% des objectifs d'insertion du NPNRU qui sont destinés à des jeunes. Ça ne veut pas dire sur chaque opération, il faudra qu'il y ait 25% de jeunes, ça veut dire que sur l'ensemble de la convention, tous les partenaires, en lien avec les partenaires de l'emploi, en lien avec l'animation territoriale, tendent à avoir à peu près 25% de bénéficiaires qui sont des publics jeunes. Voilà. Ça marche aussi pour les femmes, pour les seniors, voilà, y compris aussi sur des objectifs de formation. J'ai un exemple en France où ils se sont mis comme objectif que 30% des personnes qui passent par les clauses d'insertion, que ce soit sur la GUP, sur l'investissement ou autre, aient une formation qualifiante dans le cadre du parcours. Voilà. Et ça, c'est sur l'ensemble de la convention. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ils auront 30% dans chaque opération. Ça veut dire que sur l'ensemble, les bénéficiaires sont. Donc, ce qui appuie encore une fois de plus sur la prise de recul et sur la nécessité que la structure opérationnelle en charge du suivi de l'insertion soit un peu en visibilité sur tout et sur le maximum d'objectifs pour derrière pouvoir aussi gérer ces objectifs-là. Et enfin, j'ai essayé de vous faire un petit schéma qui a été très bien repris et qui a été rendu très joli par Romane, que je remercie, parce qu'il n'y avait pas des jolies couleurs comme ça hier. Donc, l'idée, c'était de vous montrer un peu la gouvernance autour de ces questions d'insertion. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer tout, puisque vous avez déjà eu ma petite présentation. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête que la structure opérationnelle en charge du suivi de l'insertion, donc qui est en général quasiment tout le temps la structure porteuse de facilitateur, elle est bien au centre de ce dispositif, copiloté par le porteur et le délégué territorial de l'ANRU. Donc j'ai mis en lien donc le délégué territorial de l'ANRU, bien évidemment en lien avec les services type le préfet délégué à l'égalité des chances, l'adresse, etc. et le porteur de projet, et en lien avec tous les différents maîtres d'ouvrage, donc que ce soit les bailleurs, les mairies, le département, la région, enfin qui vous voulez qui est maître d'ouvrage dans le cadre du projet NPNRU, mais qui est aussi en lien par ailleurs avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation professionnelle, incluant bien évidemment les fédérations professionnelles. Voilà, c'est un petit schéma un peu pour vous montrer la gouvernance. Des fois, ça aide à être plus clair quand on explique à l'oral. Et j'espère avoir été claire et avoir tout dit. Et on a une petite séquence de questions, donc n'hésitez pas, il n'y a aucune question bête. Et voilà, on est là avec Jérôme pour répondre à tout ça. Merci beaucoup. Alors, merci Marianne pour l'intervention. Rebonjour à tous. Donc, on a un temps de questions-réponses, mais j'ai vu que vous étiez tous timides et que dans le chat, il n'y avait aucune question.
Donc juste, je rappelle, il n'y a aucune question bête, toutes les questions sont bonnes à prendre. Donc aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des centres sociaux, des SIAE, des structures du handicap, des bailleurs, les PLI, les MDE, les facilitateurs, les services de l'État, la NCT, AVE. Donc n'hésitez pas, peut-être, voilà, si vous avez des questions, sinon je peux un petit peu lancer le débat sur peut-être comment vous vous organisez localement, vos points de difficulté, vos leviers d'intervention, vos besoins. Voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on passe sur un temps interactif, qu'on échange tous ensemble. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je ne vois pas tous les visages, donc je ne sais pas. Catherine Dorp a levé la main. Allez-y. Bonjour, Catherine Dorp, directrice de l'AMIE. Je pense que nous sommes tous plus ou moins confrontés, et là j'attaque dans le dur, au problème de financement des missions. Si la MEM n'avait pas repris la main sur un financement à la fois de l'ingénierie globale et de la mise en œuvre, donc tout ce qui est coordination. Alors, on a une organisation un peu particulière sur la métropole entre les territoires. Donc, il y a un financement de cette coordination et un financement de la mise en œuvre des clauses. Aujourd'hui, quand on interroge les collectivités locales sur l'ANRU, on nous dit dans l'ANRU, il n'y a pas de moyens pour ça. Il n'y a pas de moyens pour l'ingénierie de la clause et même des actions périphériques. Cet après-midi, j'ai présenté une action qui est relogement et emploi, qui est une action de coordination pour retrouver un emploi auprès de membres de familles relogées. Et on se pose, c'est la grosse question, comment on finance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît la clause sociale, mais pour la question du financement, ça fait des années, là, il n'y a pas de reconnaissance. Donc, je suis un peu désolée de mettre les pieds dans le plat, mais tout le monde trouve que c'est merveilleux, mais il n'y a pas de crédit. Alors, c'est inclus dans un cahier des charges des maisons de l'emploi, mais vu les restrictions budgétaires, je dirais que les financements de maisons de l'emploi aujourd'hui sont devenus tellement peau de chagrin que voilà, donc il n'y a pas de reconnaissance spécifique financière à l'échelle nationale de l'action des facilitateurs. Et encore moins dans l'ANRU, c'est-à-dire que là, on nous dit on va monter en puissance, mais derrière, comment on fait? Vous voulez que je réponde au fur et à mesure, du coup, Romane, etc. Oui, allez-y, le temps Sachant que sur cette que les question du questions arrivent. financement, je pense qu'on pourra être complémentaire avec peut-être une réponse soit de Lucie, soit de Jérôme sur le travail en cours aussi avec d'autres acteurs au niveau national. Alors, côté NPNRU, je suis effectivement moi-même face au fait que dans les cas où des demandes de financement de postes d'ingénierie de facilitateurs ont été faits, ce qui n'est pas énormément le cas non plus, au vu des remontées qu'on a eues au niveau national, il y a très très peu de cas où ces postes-là ont pu être pris en charge dans le cadre du NPNRU, qui n'a pas vocation à financer l'ingénierie des territoires en dehors des priorités du programme que sont le renouvellement urbain, les opérations d'aménagement, de réhabilitation, de logement, etc. Comme je l'ai dit, l'insertion dans le cadre du NPNRU n'est qu'une toute petite brique par rapport à l'ensemble du programme. Ce n'est pas un programme dédié à l'emploi, c'est un programme dédié au renouvellement urbain. Donc, je le regrette, mais en général, les postes qui sont priorisés lorsqu'il y a des demandes sont effectivement les postes de mise en œuvre du projet urbain en lui-même. Et ensuite, quand certains territoires sont déjà très bien dotés sur ces questions-là, ce qui a pu arriver, et que des demandes ont été formulées pour du financement d'ingénierie, de la facilitation ou de l'ingénierie autour de la clause ou de missions annexes en lien avec l'insertion et l'emploi, les demandes ont pu être satisfaites à certains endroits quand vraiment il n'y avait pas de demande d'ingénierie complémentaire. Mais aujourd'hui, le NPNRU a vocation surtout à financer des opérations d'urbain et beaucoup moins de l'ingénierie. Pour la question de l'insertion et des financements de l'insertion, il y a d'autres pistes. Pour le coup, le lien avec le contrat de ville n'est pas anodin. On a certains territoires sur lesquels les porteurs de contrats de ville ont décidé qu'une partie des sous des piliers développement économique, insertion et emploi des contrats de ville irait abonder aussi des actions en lien avec le NPNRU, mais pas que. Ensuite, sur les financements dans le cadre du droit commun, sur la question de la facilitation, nous, on essaye de faire un gros, je ne vais pas dire lobbying, parce que ce n'est pas vraiment le mot, mais un plaidoyer et de beaucoup travailler avec les DGFP pour avoir des pistes de financement là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas forcément
aussi efficace que ce qu'on le voudrait. Mais en tout cas, on est très conscient que les volumes qui sont liés au NPNRU viennent se rajouter à des volumes classiques. Après, le NPNRU n'est pas un maître d'ouvrage. Le NPNRU est un programme qui vient irriguer des maîtres d'ouvrage. Donc la question est aussi à poser auprès des maîtres d'ouvrage qui sont engagés dans le cadre du NPNRU. Et j'espère qu'on arrivera à aboutir à des solutions. Mais en tout cas, dans le cadre du NPNRU, oui, ça n'a pas été une priorité de financer les postes de coordination de l'insertion. Ça a pu être fait à certains endroits sur des choses bien précises et notamment sur des dispositifs très innovants en lien avec l'insertion, mais toujours en priorisant les postes qui sont liés aux opérations en elles-mêmes, intrinsèquement. Et là-dessus, je ne peux pas, moi, être bien plus moteur que ça. Voilà, donc je suis désolée de vous répondre un peu comme ça. Et n'hésitez pas à me répondre, Madame Dorp, puisque j'ai vu que vous aviez relevé la main. Oui, je peux vous dire que c'est refusé dans le cadre du contrat de ville. Et après, moi, je ne suis pas porteuse du projet, enfin, je Oui, ne suis pas mais porteuse du contrat de ville. Donc, on tourne en rond avec cette question. Les collectivités, c'est peut-être refusé chez vous, mais ce n'est pas refusé dans d'autres territoires. Donc, une fois de plus, le contrat de ville est un outil politique à la main des collectivités. Et peut-être pour compléter le propos, j'allais dire, les facilitateurs et leur financement sont parfois victimes de leur succès. Comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, le développement de la clause sociale et le développement des facilitateurs ont connu un essor formidable grâce à la première vague en rue. Et ça fait partie des rares dispositifs qui ont survécu à leur passage au droit commun, parce que pour beaucoup de dispositifs ou d'innovation sociale et ou en lien avec la politique de la ville, le passage au droit commun est souvent compliqué. Or, là, on a plutôt eu la problématique inverse sur les postes de facilitateurs, à savoir que le recours à la clause sociale en s'appuyant sur les facilitateurs est devenu quelque chose alors, on a encore des marges de manœuvre importantes, mais est devenu quelque chose de courant dans la commande publique, notamment des collectivités, mais aussi des bailleurs. Et aujourd'hui, la problématique est que les facilitateurs en poste sont largement occupés avec le droit commun, et sont dans l'incapacité, j'allais dire matérielle, du coup, de gérer de grosses opérations, comme peut l'être un NPNRU sur un territoire, qui augmente le besoin de temps de travail de facilitateur d'un demi, un temps de travail et demi. Et c'est toute cette problématique des grosses opérations qui viennent, j'allais dire, s'ajouter à la vie quotidienne de la clause, sur lesquelles un certain nombre d'acteurs, dont bien évidemment Alliance Ville Emploi, mais en lien avec l'ANRU et en lien avec d'autres acteurs nationaux, se mobilisent pour essayer de construire avec le ministère du Travail, avec le Haut Commissariat à l'emploi et à l'inclusion des entreprises, etc. L'idée, c'est de construire des modalités de financement qui permettent justement d'absorber sur les territoires ce surcroît de temps de travail lié aux grosses opérations comme les NPNRU pour répondre aux ambitions quantitatives et qualitatives que nous partageons tous et qui ont été évoquées depuis le début de la matinée. Après, il faut être clair que au-delà des dimensions techniques, et j'allais dire, c'est vrai au niveau local quand on construit, comme le disait Marianne Kioch à l'instant, quand on construit son contrat de ville ou qu'on construit sa contractualisation dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, c'est a fortiori vrai au niveau national dans le cadre de la mise en place de politiques publiques. Il y a des choix politiques, pas au sens partisan, mais il y a des choix politiques et des hiérarchies de priorités qui sont effectuées. Et au-delà de montages techniques sur lesquels on peut être force de proposition, l'enjeu est maintenant largement, je dirais, relève des arbitrages et des choix, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et donc, on pousse pour que les choix aillent soient effectués, les arbitrages soient effectués dans le sens qu'on souhaiterait. Mais un certain nombre de ces questions-là se situent à ce niveau politico-institutionnel plus qu'à un niveau technique. Alors, merci pour les éléments de réponse. On a une autre question. Alors, je vais laisser Monsieur François Delay peut-être nous préciser sa pensée. Donc, sa question, c'est comment gérer les parcours longs et de formation qui vont au-delà des périmètres des EPCI? Donc, est-ce que c'est une question à l'intention d'acteurs très spécifiques ou une question d'ordre général? Je vous laisse la parole. Merci.
Oui, bonjour, merci. Non, effectivement, quand on parle de formation, et c'est dommage que les entreprises ne soient pas là autour de la table, parce que quand une entreprise prend la responsabilité d'embaucher quelqu'un, il ne veut pas le faire sur un one-shot et sur un chantier sur lequel il va être pendant 2 mois ou 3 mois. Et il souhaite garder cette personne et qu'elle soit qualifiée pour se renforcer. Or, les entreprises ne travaillent pas forcément que sur un EPCI. Bien sûr, elles bougent. Et il faut arriver à ce qu'ils gardent cette personne qu'ils sont en train de former. Or, on voit quelques blocages quand même avec c'est pas des choses imposées, mais presque très fortement recommandé de prendre des gens qui sont sur le quartier. Or, souvent, on voit que ça, de prendre des gens qui sont sur le quartier pour travailler dans l'entreprise, c'est un échec. Donc, très souvent, il vaut mieux prendre des gens qui sont dans un autre quartier. Et il faut qu'ils puissent pas faire un parcours qui est extra EPCI. Donc voilà un problème qui est un peu politique, qui est aussi technique, puisque quelquefois l'entreprise peut embaucher quelqu'un pendant 3 mois, après elle va avoir un trou de 2 mois, puis recommencer sur un autre marché où elle aura assez d'heures pour qu'il en fasse 3 ou 4. Donc cette continuité-là, je trouve, n'est pas réglée encore. Donc voilà, c'est une question de fond pour mettre les gens dans un parcours performant. Merci. Quelqu'un veut intervenir pour partager sa pratique sur cette question-là? Oui, excusez-moi. Alors, j'aurais une question et peut-être des éléments de réponse à la question qui vient d'être posée. Alors, avant de l'oublier, je vais aller sur ma question. En fait, c'est par rapport à la présentation qui a été faite tout à l'heure par Marianne Cuc de l'ANRU. Sur l'actualisation, entre guillemets, des objectifs closes par opération, c'est-à-dire une fois qu'on rentre dans le vif du sujet avec les maîtres d'ouvrage, je me rends compte qu'il peut y avoir des décalages parfois importants entre les objectifs envisagés, c'est-à-dire prévisionnels, qui ont été établis dans la programmation générale du projet de rénovation urbaine localement. Et puis ensuite, opération par opération, les montants peuvent varier ou la technicité des opérations. Je pense notamment à des opérations, par exemple l'énergie Sprong, qui sont plus techniques, dans lesquelles vont rentrer en jeu une industrialisation des process de fabrication et donc qui vont avoir un impact sur la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. Donc une baisse de main-d'œuvre en fait nécessaire tout simplement, et donc une révision de notre projet en matière d'insertion, à savoir en gros une révision du nombre d'heures d'insertion qui va être à la baisse, parce que sinon on sera pas à 5%, mais on serait à 30%. Enfin, il faut très concrètement, il y a donc des objectifs parfois qui peuvent du coup fortement varier. Et du coup, je voulais avoir une précision sur ce point-là en termes de révision des objectifs au vu des coûts et des technicités. Ensuite, par rapport à l'intervention de Monsieur Delay, en fait, je suis comment dire, j'aurais besoin en fait d'exemples de fois où ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une grande diversité de parcours de personnes en insertion, avec un grand nombre d'entreprises sur tout type de marché, qui comprennent de la formation et principalement par de l'alternance. Donc, ça va être des contrats de pro, des contrats d'apprentissage, mais aussi, je pense, au CDPI, contrat de développement professionnel intérimaire, et donc, ou voire même des passages en formation continue pendant le parcours. Donc, des personnes qui vont intégrer une formation du PRF, financée par la région,
entre deux missions d'intérim, par exemple, ou entre deux contrats dans le cadre de son parcours clause sociale. Aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est fait, pas par les facilitateurs, mais par les agents de Pôle emploi, par les conseillers missions locales ou les référents du PLI, qui chacun va accompagner ces demandeurs d'emploi dans son parcours, dans la nécessité aussi de mobiliser parfois des aides à la mobilité. Bien sûr, ce sont des freins qui existent, mais je veux dire, elles ne sont pas propres du tout à la question de la clause sociale. Et aujourd'hui, on voit bien comment des personnes de la métropole lilloise vont, par exemple, aller se former dans le Pas-de-Calais, notamment parce que des formations d'ouvriers VRD se déroulent là-bas et qu'il n'y a pas de formation de ce type, en tout cas pas celle choisie par les entreprises qui se déroulent dans la métropole lilloise. Et dans ce cas, il y a un accompagnement qui est fait pour accompagner le demandeur d'emploi dans sa projection à accéder au centre de formation, etc. Et donc, les questions de mobilité, les questions de parcours et de formation se posent. Elles sont en rien propres à la question de la clause sociale. Ensuite, sur la question des parcours longs et des questions donc à la fois de globalisation et de mutualisation, c'est quelque chose qui est presque d'une banalité, entre guillemets, dans les Hauts-de-France. Voilà, que les facilitateurs assument parfaitement à partir du moment où les entreprises discutent avec les facilitateurs. Toute la question, c'est comment, en fait, pour pouvoir accompagner une entreprise, il faut être en relation avec elle. Et c'est ce qui parfois ne se fait pas. C'est-à-dire que l'entreprise pense que les choses vont se faire et puis à la fin, elles vont d'abord discuter avec un opérateur pour voir comment elles vont faire et ensuite l'opérateur va se mettre en relation avec le facilitateur. Et en fait, c'est quand cette boucle-là ne fonctionne pas bien que les choses peuvent rencontrer des blocages. Parce que les facilitateurs discutent entre eux, vont se mettre d'accord sur quel territoire on va privilégier, sur qu'est-ce qui va être, quelle va être la meilleure stratégie pour l'entreprise avec elle, pour pouvoir proposer des publics qui vont pouvoir assumer à la fois un parcours plus long avec l'entreprise et être valorisés dans le cadre des clauses sociales sur différents marchés. Mais ça peut se faire seulement s'il y a une discussion. S'il n'y a pas de dialogue, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. C'est évident. Enfin, je veux dire, un couple ne fera rien s'il ne se parle pas. Ben, c'est pareil entre les facilitateurs et les entreprises. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes trop peu interpellés en tant que facilitateurs. C'est plutôt les facilitateurs qui courent derrière les entreprises. Voilà. Et de la même manière, parfois, je dis parfois, c'est, je dirais, en voie d'amélioration pour ce qui est de la relation entre les facilitateurs et les maîtres d'ouvrage. Vraiment, je constate une très grande amélioration de ce côté-là. Du côté des entreprises, il y a encore beaucoup de perfectionnement à réaliser, mais je ne suis pas inquiet. Je suis persuadé qu'on va réussir à conforter ces relations. Voilà. Merci Hugo. Alors, concernant votre question, Monsieur Delay, on a d'autres éléments de réponse. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, on a Monsieur Jérôme Swinjedao et Yacine Mokadem. Donc, est-ce que Jérôme, vous pouvez intervenir, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, Jérôme Swinjedao, donc chargé de projet Entreprendre ensemble sur Dunkerque. En charge de la clause d'insertion avec la facilitatrice Caroline Dujardin. Non, c'était un élément de réponse que j'apportais à la question des parcours et tout en posant une autre question derrière. Donc, c'est vrai que le GEC permet le recours au GEC par les entreprises permet de construire des parcours un peu plus longs. La mutualisation peut aussi également permettre de faire des parcours plus longs et donc qualifiants. Voilà. Après, une des difficultés qu'on est amené à rencontrer, nous, sur Dunkerque, c'est effectivement des entreprises hors territoire de Dunkerque, que ce soit des grandes entreprises ou même des PME, qui vont peut-être justement pas s'engager. Alors, ils vont faire leur clause d'insertion, mais ne vont pas s'engager durablement à garder le candidat, même si tout s'est bien passé, même s'il y a eu une montée en compétences, une formation. Ils ne vont pas forcément s'engager parce qu'ils sont en dehors du territoire et qu'elles ne connaissent pas leur carnet de commandes
sur des marchés sur le Dunkerquois. Et voilà, donc ça peut être une limite à l'emploi durable à la suite de la clause d'insertion. Voilà. Après aussi, j'avais une question que j'avais déjà posée en regroupement des facilitateurs la semaine dernière. C'est concernant les objectifs qui sont repris donc dans l'article 8, maître d'ouvrage par maître d'ouvrage. Lorsque finalement on réalise un chiffrage définitif des opérations, on a une différence. Et la différence, elle vient bien souvent du fait qu'on a un financement en rue qui ne porte pas sur la totalité des opérations. Or, quand on va mettre en place la clause d'insertion, on va la mettre en place sur la totalité de l'opération et donc un chiffrage qui va porter sur la totalité de l'opération. Je m'explique, l'ANRU va financer 25 logements sur une opération qui en comprend 40, on va faire de la clause d'insertion sur 40 logements, pas sur 25. Donc, la question que je me posais, c'était quel est le chiffre qui va être retenu par l'ANRU? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des règles de 3 pour donner nos résultats? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est que j'avais aussi également partagé la semaine dernière, c'est que les maîtres d'ouvrage sont bien sûr tenus par des objectifs sur la clause d'insertion et peut-être même des risques de pénalisation, mais ils n'ont pas forcément, j'ai pas l'impression, moi, qu'ils sont très au fait de cette potentielle pénalisation par l'ANRU sur la non-atteinte des objectifs d'insertion. Donc, j'avais une question sur ça. Qu'est-ce que prévoit l'ANRU par rapport à ça? Merci. Donc, Marianne, du coup, je vais te laisser réagir par rapport à cette question en lien avec celle de Hugo Vandamme sur la réactualisation des objectifs, etc. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai compris. Mais Monsieur Vandamme, surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si j'ai pas compris. OK. Alors, les objectifs qui sont dans l'article 8.2, ils sont faits sur des prévisionnels d'opérations qui sont parfois 10 ans avant le lancement de l'opération. Donc, il est normal d'avoir une différence entre ça peut aussi ne pas arriver, mais il est quand même globalement normal d'avoir une différence entre ce qui était prévu au moment de la signature de la convention NPNRU et ce qui va vraiment être le coût de l'opération finale. L'idée, c'est que les objectifs d'insertion doivent toujours, mais ça c'est ce que vous faites dans votre quotidien, coller au plus près de l'opération. Déjà pour ne pas désavantager l'entreprise qui se retrouverait sinon avec peut-être des objectifs plus hauts que ce que finalement elle devrait avoir si le montant a baissé, ou à l'inverse pour à peu près coller à l'augmentation des coûts qui a pu être faite sur l'opération si elle est finalement plus ambitieuse, etc. Mais une fois de plus, j'aime beaucoup, et c'est complètement normal parce que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cadre strict de l'ANRU. En fait, au bout d'un moment, l'ANRU ne va pas venir vérifier chacun de vos calculs. Nous, on fait vraiment confiance à la structure qui a été désignée pour calculer les objectifs. Si le facilitateur nous dit sur l'opération du tel bailleur, on a calculé, je sais pas moi, 3000 heures d'insertion, et ben en fait on va vous croire parce que tout simplement on fait confiance à la structure qui a été désignée pour ça. Par exemple, si vous dites sur cette opération-là, il y avait beaucoup d'amiante, je n'ai absolument aucune filière amiante sur mon territoire qui pourrait me permettre d'avoir des formations en lien avec... Donc j'ai fait le choix de ne pas closer la partie amiante parce que j'avais pas de réponse à apporter en face. On vous fait confiance, vous êtes l'acteur en lien avec le réseau des acteurs de l'emploi qui connaît son territoire. À l'inverse, dans l'Est de la France, par exemple, là, j'ai beaucoup de cas d'opérations amiantées de démolition où au départ, ils m'ont dit on ne pourra rien faire du tout en termes d'insertion. Posez-vous la question, vous avez plus de 200 opérations sur tout le territoire du Grand Est, il y a peut-être un truc à faire sur les 15 ans de projet urbain, sur ces questions-là. Voilà. Et effectivement, ils sont en train de voir en lien avec la région, en lien avec la Drest, etc., pour monter des filières de formation pour les publics dans les milieux amiantés, ce qui est logique. Parce qu'en fait, eux, ils vont je dis ça parce que c'est l'amiante, par exemple, c'est un bon exemple. Donc, au niveau du calcul des objectifs, l'idée, c'est de coller au plus près du montant de l'opération, mais ensuite, de manière transparente, et je parlais tout à l'heure de transparence, si demain, vous nous dites, sur cette opération-là, en lien avec le maître d'ouvrage, on est tombé sur tel chiffre pour les objectifs d'insertion, on le fait valider, vous le validez, entre guillemets, au moment de la revue de projet et tout, en expliquant pourquoi ce choix, mais c'est vous qui êtes... la voie du savoir, en quelque sorte. Okay, c'est aussi le moment, et ça rejoint la deuxième question sur qu'est-ce que l'ANRU, comment on informe les maîtres d'ouvrage sur les pénalités qu'ils vont avoir dans le cadre de l'ANRU s'ils ne mettent pas en œuvre leurs objectifs. Déjà, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là.
je crois qu'il n'y a que 2 maîtres d'ouvrage dans le premier programme qui n'ont absolument pas voulu mettre en œuvre des objectifs d'insertion. Et compte tenu qu'à l'époque, les règles n'étaient pas forcément ultra détaillées sur qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, la seule conséquence, ça a été qu'on a compensé avec d'autres résultats. Ce qui ne sera pas le cas dans le deuxième programme, puisque là, on est plus précis. Déjà, il y a un niveau d'alerte qui doit être en amont du moment où on se rend compte que rien n'a été fait. L'objectif de la structure opérationnelle en charge des suivis de la clause d'insertion, c'est aussi en lien avec le porteur de projet. Donc, le porteur de projet, c'est celui qui est censé avoir visibilité sur tout. La structure opérationnelle, elle doit avoir la visibilité sur les opérations qui arrivent ou qui vont arriver dans un futur très lointain en lien avec le porteur. Et c'est comme ça qu'on se rend compte en amont que, ah bah tiens, tel maître d'ouvrage ne veut pas travailler avec moi ou n'a pas travaillé avec moi. Et dans ce cas-là, alerte aux copies d'insertion, c'est-à-dire aux copies d'insertion à la revue de projet en disant attention sur telle opération, on a très peur qu'il y ait un manqué parce que, et une alerte. Et dans ce cas-là, c'est directement les services de l'État en charge, donc les DDT qui représentent l'ANRU, qui feront des rappels. Si on pourra aller, je crois qu'on n'a jamais été jusque-là, mais on pourra aller jusqu'à des courriers. Et n'oublions pas que c'est un objectif contractuel, donc qui peut effectivement entraîner une résiliation partielle de la convention entre le maître d'ouvrage et l'ANRU. Ok, mais pour le coup, on n'a jamais été jusque-là. Enfin, j'adore parler d'hypothétique, mais on n'a jamais eu le cas, en fait. Donc, contrairement aux pénalités pour les entreprises, où je sais qu'il y a déjà eu des cas, nous n'avons jamais eu le cas. Mais le jour où on aura le cas, je serai ravie de vous expliquer le process. Mais pour le coup, on a juste aujourd'hui un rappel de la part, en général, des services, fait que ça marche, sans problème. Mais donc, la structure, tout ça pour dire que la structure en charge des objectifs d'insertion, donc le facilitateur et sa structure, en lien avec le porteur de projet, ont ce rôle d'alerte. Et nous, on ne peut pas, et d'autant plus moi, ANRU, Marianne Kioch, qui est au sein de l'ANRU est visibilité à peu près sur les 480 projets, je ne pourrais pas être dans chaque revue de projet à poser la question de est-ce qu'il y a des alertes, est-ce qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas coopératifs, est-ce que vous avez des sujets à nous remonter. C'est aussi un des sujets de la revue de projet où, si vous en faites un du copil insertion ad hoc, d'alerter les copilotes du dispositif, donc une fois de plus le DTA et le porteur de projet, sur les difficultés dans leur intégralité qui sont rencontrées. Et ça rejoint, là je réponds un petit peu, et après j'ai promis j'arrête de parler, ça rejoint un petit peu la question de Monsieur Delay sur comment on fait du lien entre les territoires. En fait, une fois de plus, nous, l'ANRU, on ne pourra jamais avoir une action qui permet de faire du lien entre les territoires. Le seul lien qui est possible, c'est qu'au niveau régional ou même plus largement, les facilitateurs s'appellent entre eux, qu'il y ait des échanges, que les profils soient validés, des recours à des structures comme les GEC, effectivement, qui sont gages d'une insertion de qualité et durable. Mais nous, ANRU, on ne peut pas être derrière chaque maître d'ouvrage, derrière chaque bénéficiaire à vérifier l'éligibilité. Et je rejoins un peu la question de M. Vandamme. Quand on a des cas concrets, j'ai déjà eu cette discussion avec la Fédération française du bâtiment. Moi, j'ai jamais eu aucun cas concret qui m'est remonté. Et pourtant, je leur ai dit, n'hésitez pas. Comme ça, après, nous, on peut voir aussi d'où vient le blocage et comment on peut y remédier. Et en fait, les cas concrets, j'en ai jamais vu. Donc, voilà. Donc, moi, je peux apporter ça comme réponse. J'espère que c'était la réponse aux bonnes questions. Oui, très bien, Marianne, merci. Et pour rebondir sur ton dernier propos, on aura un des ateliers thématiques tout à l'heure qui sera sur cette question de l'animation et de la coordination territoriale et 2 présentations de bonnes pratiques sur ce sujet-là, donc qui pourront nous permettre de continuer les échanges là-dessus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Romane, par rapport à la question de Hugo, je n'ai pas entendu Marianne Kioch parler de l'industrialisation et le fait, effectivement, comme dit François Delay, qu'on peut faire l'insertion supérieure dans l'usine de préfabrication. Elle n'est pas forcément en lien avec un territoire QPV et donc les difficultés que ça peut engendrer de transférer un peu cette production dans le cadre des Énergie Sprong. Énergie Sprong, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on industrialise le processus de fabrication à outrance. Donc voilà, cette remarque par rapport à ça qui nous semble aujourd'hui intéressante. Merci. Oui, alors une fois de plus, l'ANRU n'ira jamais jusqu'à dicter des règles aussi précises que ça, puisque selon les différents territoires, vous n'avez pas tous les mêmes manières de fonctionner. Et je ne parle pas forcément du territoire dans les Hauts-de-France, ça peut être aussi une différence avec d'autres territoires en France métropolitaine et outre-mer. Du coup, là-dessus, soit vous donnez une doctrine commune à une échelle à minima intercommunale, parce que pour l'ANRU, tout doit être à l'échelle intercommunale, soit même régionale, mais pour le coup, ça fait partie des pratiques sur lesquelles moi, je ne peux pas imposer une pratique à un territoire exceptionnel pour l'ANRU, ce n'est pas possible. Après, moi, de ma connaissance, et là, je vais plutôt parler en lien avec mon parcours, etc., le fait de valoriser des heures qui ont été réalisées en usine par rapport à un chantier, c'est une fois de plus au facilitateur de voir si oui ou non ça a un intérêt. C'est-à-dire que si
les solutions qui sont proposées à l'entreprise pour valoriser des publics locaux en insertion, qui sont assez formés pour être intégrés dans l'entreprise, etc., sont présentes localement, ben, allez-y. Si effectivement l'entreprise arrive en disant oui, alors moi par contre je fabrique des fenêtres, j'ai que 2% de pose, 98% de fabrication, est-ce qu'on ne peut pas plutôt prendre des publics dans mon usine de fabrication qui est à Niort alors que mon chantier il est à Roubaix? Ben, à vous, en tant que facilitateur, de voir si oui ou non vous validez ça. Moi, en rue, je ne peux pas être aussi prescriptif, c'est pas possible. Sinon, je vais être en permanence en train de régler des conflits, c'est pas possible. Donc, c'est à vous de vous donner une doctrine et à vous de faire le choix, mais en bonne intelligence, en lien avec les publics. Ça rejoint la question de l'origine ou non QPV des publics que vous avez très bien soulevé, Monsieur Monio, qui va aussi se retrouver dans la question des marchés réservés et des SIAE. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, c'est quasiment impossible de s'assurer qu'une SIAE a 100% de public QPV. Et d'ailleurs, on ne peut pas leur demander. La Charte nationale d'insertion, la loi de 2003, est la seule qui permette pour l'ANRU d'avoir une discrimination à l'adresse à candidature égale. Mais on est toujours sur prioritairement les publics QPV. Il est d'ailleurs prévu une mesure dérogatoire dans la charte en disant que si un public hors du QPV, on ne va pas lui bloquer son parcours de manière comment dire, d'un coup, en disant ah bah non, t'habites pas dans la bonne rue, donc c'est pas la peine. Ce qui a été le cas beaucoup dans le premier programme, j'en suis consciente. Du coup, pour cette question des publics hors QPV, qui va notamment se poser dans le cadre du recours au SIAE et aux structures du travail adaptées et protégées. Moi, ce que je préconise, c'est chaque année, lors de la revue de projet ou lors du COPIL insertion, d'avoir un regard sur pourquoi il y a eu des publics valorisés hors QPV. Par exemple, on a eu recours à un marché réservé avec une SIAE, c'est génial en termes de qualité, mais il n'y avait que 3 personnes sur 10 qui venaient d'un QPV. OK. Donc, si vous avez valorisé cette réponse-là, parce qu'elle était qualitative, parce que c'est un marché réservé, ben, tant mieux. Mais du coup, ben, là, vous nous justifiez le pourquoi il y a des publics qui ne sont pas QPV. OK. La vigilance va être, de la part des services de l'État, mais aussi de la part du porteur du projet, sur attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Si demain, on voit qu'il y a 98% de publics qui sont hors du QPV, clairement, ça ne passera pas. Et je dis 98%, mais je peux même vous dire, si on voit qu'il y a, qu'il y a plus de 10 ou 15%, clairement, qui sont, voilà, il y aura vraiment une vigilance. Après, on rejoint la question de la transparence et de la transparence sur les publics. Si demain, vous nous justifiez pourquoi tel public a été valorisé, parce que c'était dans l'intérêt de son parcours, etc., bon, ben voilà, il y a d'autres chantiers qui ne sont pas avec obligation de public QPV où il y a des publics QPV. C'est pareil. Donc, il faut travailler en bonne intelligence. Je sais que travailler en bonne intelligence, c'est beaucoup vous filer la responsabilité de tout ça, mais on aura, je suis désolée, on aura une attention là-dessus, mais c'est aussi parce qu'on fait confiance aux facilitateurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, enfin, et aux structures qui suivent l'insertion, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même des professionnels qui font ça et qui ont cette capacité et cette compétence. Merci pour votre préconisation, parce qu'au moins elle est claire et on a tous compris, je pense. Alors, nous avons encore un peu plus d'une dizaine de minutes pour des questions-réponses. Donc, je n'en vois pas d'autres dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Excusez-moi. On vous entend. Oui, bonjour. Oui, j'avais posé une question dans le chat, donc je rejoins complètement Hugo hein, sur les décalages possibles entre les objectifs initiaux et les maquettes et les réalisations opérationnelles. Donc, où on a à la fois des opérations qui sont beaucoup moindres que ce qui pouvait être envisagé, voire qui disparaissent complètement du projet. Ma question, c'est afin de ne pas mettre en difficulté les maîtres d'ouvrage hein, vis-à-vis de ce qu'ils ont signé dans le cadre de la convention en tant que nombre d'heures qu'ils devaient réaliser, c'est est-ce qu'il est possible pour eux de réaliser ces heures sur des opérations qui seraient non en rue, puisque je sais que notamment l'ANRU apprécie aussi que le public QPV finalement aille sur d'autres opérations, et c'est ce que nous encourageons. Et donc, pourquoi ne pas permettre, par exemple, à un bailleur qui a une opération non en rue de recevoir ce public sur cette opération-là, et ainsi pouvoir répondre à ses objectifs qui sont quelque part indépendants de sa volonté, puisqu'il n'y a pas de possibilité de les réaliser. Merci. Oui, j'avais lu votre question, mais je n'ai pas eu le temps de répondre, vous avez pris la parole tout de suite. Alors, du coup, là-dessus, j'avais la réponse et j'ai oublié, là, en 2 secondes. Oui, alors, une fois de plus, si, en tant que structure qui suit l'insertion, vous avez un maître d'ouvrage qui se retrouve bloqué sur une opération NPNRU,
et qu'il est quand même volontaire pour réaliser ses heures, mais sur d'autres opérations, à vous de vous organiser, mais toujours en transparence, pour qu'on sache c'est qui ce public, il va où, il bosse sur quoi, etc. On vous fait confiance. Si une opération dans le cadre du NPNRU est annulée, l'objectif qui est lié à cette opération tombe, puisqu'on est sur 5% des investissements, mais qui sont réalisés. Si l'opération est annulée, l'objectif qui est lié à cette opération, il n'a plus lieu d'être, puisque l'investissement ne va pas avoir lieu. Donc voilà, et juste, ça me fait penser au lien avec un autre sujet qui a été abordé vite fait tout à l'heure. Il y a des opérations, je ne sais pas si vous en avez, vous, dans les Hauts-de-France, que je n'ai pas regardé, j'avoue, en amont, qui sont rebasculées du premier programme au deuxième, sur lesquels, en gros, il faut juste, pour celle-ci, réintégrer les objectifs qui auraient été ceux de l'opération dans le premier programme dans les objectifs du deuxième programme. Voilà, c'est juste ça. Et avoir, je ne sais pas si vous avez, mais c'est des cas qui arrivent, on a certaines conventions NPNRU qui intègrent des opérations du premier programme. On fait comme si c'était une opération de deuxième programme, vous appliquez les règles du deuxième programme. S'il y a eu des ratés sur des publics, des machins trucs, c'est pas grave, on le saura, voilà, il faut juste que ce soit transparent. Une fois de plus, les 3 règles, résultat, souplesse, transparence. On s'adapte à vous, parce qu'on vous fait confiance en tant qu'acteur, on veut juste que ce soit transparent, qu'il n'y ait pas d'embrouille sur les publics, qu'il n'y ait pas d'embrouille sur le calcul des heures, etc. Et que derrière, on est souple, pour comment vous adaptez à vous, votre situation locale. Je vous remercie pour votre réponse. Ce qui me gêne un petit peu dans ce que vous avez dit, c'est notamment le fait que voilà, une opération est annulée, donc tombent, on va dire, les obligations d'insertion liées à cette opération. Or, on sait bien que au départ de la maquette, ce sont des heures qui ont été chiffrées de manière globale et pas forcément par opération. Et ce qu'on nous dit très souvent, c'est que justement, ce qui incombe, c'est le résultat au global, à la fin, finalement, de l'opération NPNRU. Donc, comment ensuite expliquer, si vous voulez, à un bailleur qu'on puisse, sur une seule opération, décréter qu'on retire tant d'heures d'insertion, alors que finalement, tout cela a été basé sur la maquette initiale. Donc, je m'explique, là, on a commencé à travailler avec certains bailleurs. Je leur ai demandé, parce que je savais justement qu'il risquait d'y avoir un écart entre le premier projet et la globalité, c'est essayer justement sur les premières opérations d'être peut-être un peu plus exigeant en termes d'insertion pour justement ne pas arriver en bout de course avec des déficits d'insertion. Sauf qu'en effet, quand une opération vient s'annuler et qu'un bailleur avait, je veux dire, 3 opérations et une grosse opération sur les 3 vient s'annuler, comment expliquer qu'à à la fin, il ne doit pas réaliser ce qu'il a signé dans la convention? En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si on est sur 5% des investissements, on conserverait les investissements qui n'ont pas été faits, en fait. Enfin, je me mets aussi à la place du bailleur. Alors, à moins que ce soit une situation particulière dont je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, vu qu'on se base sur le montant réel des opérations pour quand même calculer globalement un objectif, si une opération est annulée, ça me paraît, de fait, il n'y a pas d'activité générée par cette opération. De fait, le support de l'insertion n'est plus là. Donc après, il y a peut-être un cas particulier que je ne saisis pas, mais on est quand même sur 5% des heures travaillées sur les investissements. Donc si l'investissement n'a pas lieu, il n'y a plus de... Alors là où je comprends votre histoire de calcul global, et c'est très bien d'arriver à avoir un calcul global et une vision globale, etc., mais c'est que c'est évolutif en fait. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le montant des opérations. La maquette PNPNRU, elle est prévisionnelle. Donc finalement, chaque année, mon objectif final, il est réadapté en fonction du réel et du réalisé. Et enfin, chaque année, voilà, à chaque revue de projet, et en fait, quand on dit on va contrôler l'insertion, on va certes contrôler l'insertion par rapport à la méthode et la méthodologie qui est indiquée dans la convention NPNRU en début de NPNRU, mais 15 ans plus tard, on ne va pas venir vous dire « Ah, il y avait 253,67 heures qui étaient contractualisées en 2021, on est en 2036, il nous en manque 12, c'est quand même un vrai sujet. » Parce qu'en fait, on sait que ça va évoluer. De toute façon, un projet urbain NPNRU, c'est tellement long que ça évolue. Nous, notre objectif, c'est déjà qu'on soit toujours sur un recours systématique à la clause et pas forcément que à la clause d'exécution, qu'on essaye d'avoir une vision d'ensemble et surtout que, et notamment pour la question des objectifs qualitatifs, on se donne des objectifs globaux en se disant on tend vers
arriver à avoir 25% de femmes, arriver à avoir des seniors mobilisés, arriver à avoir de la formation professionnelle. Mais on n'est pas comment dire, et chaque année, c'est ça. Par exemple, chaque année en revue de projet, vous, Monsieur Gott, vous allez dire, bah voilà, nous, on s'était fixé 30% d'objectifs de jeunes. Bon, bah cette année, on a réussi à avoir que 3 jeunes. Donc peut-être que l'an prochain, on va plus travailler avec les missions locales pour les recrutements, parce qu'il faut qu'on favorise. Ça ne veut pas dire que sur l'opération de bailleur 1, bailleur 2, bailleur 3, il va forcément falloir prendre des jeunes. Ça veut dire qu'on va tendre à essayer d'atteindre ces objectifs-là. Je ne sais pas si je suis claire, c'est peut-être un peu blabla, mais on est aussi, nous, en train de voir comment accompagner au mieux la mise en œuvre de cette insertion. On a un guide qui devrait sortir l'année prochaine, il faut que je m'y mette, je ne vais pas vous mentir. Et on a un question-réponse qui sortira dans les jours à venir. Je m'y suis mise, c'est presque fini. Mais on sait que c'est pas qu'il y a des questions comme ça. Après, nous, on ne peut pas être trop dans la prescription et dans la précision parce qu'une fois de plus, il y a 480 projets différents en France. Et il n'y a pas 2 territoires pareils. Donc si demain, je suis trop prescriptif sur qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est impossible pour d'autres, à l'inverse de trancher. Donc je sais que ça, on vous remet une grosse responsabilité. Après, n'hésitez pas à faire appel aux DDT, qui sont les représentants de l'État locaux, qui déjà pour certains sont calés sur le sujet, hein, même si elles ne sont pas toujours en train de le dire, elles ont aussi cette compétence-là, et sinon elles font appel à nous et on tranche au cas par cas s'il y a des sujets. J'ai eu récemment, je finis là-dessus, promis, après j'arrête, j'ai eu récemment un cas avec le conseil départemental de Dordogne qui faisait beaucoup d'opérations en propre, et c'est-à-dire qu'ils employaient en régie, quoi. Et du coup, on a réussi avec la facilitatrice à trouver un système pour qu'ils aient quand même un objectif d'insertion, malgré le fait qu'ils n'aient pas de marché, en fait. Et on a trouvé une sorte de terrain d'entente pour que ça ait quand même ça soit quand même un levier d'insertion, mais dans le respect du maître d'ouvrage et dans le respect des SIAE, etc. local. Voilà. Mais bon, on ne va pas trancher tous les cas tous les jours, mais on peut, si vraiment il y a des cas trop compliqués, vous faites appel à la DDT qui est copilote en lien avec le porteur et on essaye de voir ça ensemble. D'accord. Juste un dernier propos, je ne veux pas monopoliser la parole. Simplement, c'est vrai qu'au niveau de la DDT, là, vu que la maquette a un petit peu changé, on parle d'avenant au projet. Est-ce que justement dans l'avenant, il faut mettre une petite partie sur la clause d'insertion pour expliquer que cet avenant remet aussi peut-être en cause les objectifs initiaux? Alors, là-dessus, j'ai déjà eu la discussion avec mes chargés de mission territoriaux. Donc, sur votre territoire, c'est soit Fanny Martel, anciennement L'Oréal Bral, soit Marie Portejoie, soit Raphaël Munich. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui est plutôt positif, c'est déjà que vous ayez le sujet insertion en tête pour les avenants. Ça fait plaisir. Par contre, les avenants et le NPNRU, on sait que c'est une machine très très lourde, etc. Donc moi, ce que je préconise plutôt, c'est que dans les comptes rendus des revues de projet, tous ces sujets-là soient listés dans la partie insertion, pour qu'on acte quelque part toutes les décisions qui ont été prises. Si par contre, vous touchez à ce qui va être, si par exemple, à quelque chose d'un peu... en gros, tout ça pour dire qu'on ne va pas remettre les objectifs à jour dans la convention NPNRU par avenant à chaque fois, ce n'est pas la peine. On va l'acter dans des revues de projet, c'est tout, ça suffira. Voilà, ça sera moins lourd pour tout le monde, y compris pour les maîtres d'ouvrage, etc. Par contre, si vous touchez, on va dire, à la méthodologie de mise en œuvre, la structure de suivi change, le facilitateur change, il y a des nouveaux partenaires qui rentrent dans la gouvernance, j'en sais rien. Là, ça vaut le coup, à l'occasion d'un avenant, pour autre chose, de modifier le paragraphe sur l'insertion. Je pense notamment, vous l'avez compris, un de nos gros enjeux, c'est les objectifs sur la gestion humaine de proximité. Dans les premières moutures de convention, on a souvent juste marqué les maîtres d'ouvrage s'engagent à mettre 10%, mais point barre, c'est fini. Si demain, vous arrivez à avoir un début de démarche, je sais pas, de pointer les marchés qui pourront être closés, etc., ça vaut le coup de l'intégrer pendant un avenant dans l'article 8.2. Mais sinon, pour tout ce qui va être, je ne vais pas dire du détail, mais du suivi en fait, des objectifs, vraiment, les comptes rendus des revues de projet suffisent. Si vous voulez faire un copil-ad hoc insertion, il n'y a aucun problème. L'ANRU pourra être présente, enfin la DDT ou l'ANRU, quelqu'un se rendra disponible, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on ne va pas faire des avenants pour chaque chiffre, ça, c'est pas possible. Ça servira à rien en plus, et ça serait lourd pour tout le monde. Voilà.